Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. La recherche passe en grande partie par la vie des revues, et c'est au programme de ce début de semaine avec 2 numéros de revue dans le podcast, une plus généraliste, l'autre plus savante et spécifique à l'histoire. On commence aujourd'hui avec la revue Sensibilité, son numéro 11, Insensibilité, présenté par Chloé Paté, éditrice, et Quentin Deluermoz, membre du comité de rédaction. Demain, on discutera avec 2 19e pour un numéro de la RH19 qu'ils ont coordonné, écrit et écriture populaire au 19e siècle, en compagnie d'Alexandre Frondizi et Emmanuel Furex. Si à l'avenir vous avez un numéro de revue à conseiller pour en parler sous cette forme dans le podcast, n'hésitez pas à écrire à paroledhistoire@gmail.com. On verra ce qui est possible en fonction du temps disponible, le temps denrée rare comme chacun sait. Vous retrouvez les références de l'émission et les autres épisodes sur le site paroledhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Chloé Paté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice, vous dirigez les éditions Anamosa qui publient la revue Sensibilité dont nous allons parler aujourd'hui avec Quentin Deluermoz. Bonjour. Vous êtes historien, membre du comité de rédaction de la revue et donc on va parler de ce numéro 11 de Sensibilité intitulé Insensibilité, donc à la fois comme une inversion, un clin d'œil. C'est le 11e numéro, c'est 5 ans environ de publication de cette revue. On avait reçu Hervé Mazurel à ce micro pour parler du numéro 3, je crois, qui s'appelait La Société des rêves. Et du coup, c'est un numéro qui a peut-être pas tout à fait valeur de bilan, mais en tout cas qui marque une étape. Chloé Paté, vous voulez nous dire ce que ça fait 5 ans, c'est à la fois beaucoup, peu, beaucoup quand même pour une revue nouvelle qui s'installe dans le paysage éditorial. Et alors en fait, c'est 7 ans. Parce que du coup la revue, le premier numéro est paru en 2016, donc nous sommes désormais en début 2023, en même temps que le démarrage de la maison d'édition. Bah oui, 11 numéros, ça commence à faire un chiffre conséquent, sachant aussi qu'on a démarré en semestriel et que depuis l'an passé, sans passer les exceptions, en passant sur les exceptions d'année Covid, on a décidé de passer à un rythme annuel. En effet, ce numéro Insensibilité était dans les tuyaux, ou du moins dans les esprits depuis un moment. Enfin, Quentin pourra en parler plus en détail, comme effectivement numéro jalon. Jalon tant dans l'histoire de la revue que pour montrer aussi la manière dont elle a fait sa place auprès des chercheuses et des chercheurs et suscité, comme le montre le texte de Georges Didier Huberman, qu'on a appelé hors champ dans le volume, suscité aussi des volontés du membre du conseil scientifique d'affiner une définition du champ des sensibilité. Donc en ça signifie que je pense la revue a trouvé sa place et continue à susciter des réflexions sur les définitions de son champ d'exploration. Alors c'est une revue effectivement qui est à la fois sincère dans un champ qui est de plus en plus balisé, de plus en plus fréquenté. On pense à une revue notamment anglophone qui s'appelle Emotions, History, Culture, Society, qui est née à peu près en même temps en 2017. On pense évidemment aux travaux d'Alain Corbin et aux héritages de ces travaux. Tout récemment, il y a un livre à 2 voix d'Hervé Mazurel et Alain Corbin intitulé justement Histoire des sensibilités. Quentin Deluermoz, il y a un paysage aujourd'hui qui est de plus en plus étoffé, sans jamais être, je dirais, trop cerné, parce que c'est pas un champ qui se prête aussi bien aux classifications rigides que, mettons, l'histoire des relations internationales, où là les choses sont très instituées. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour l'histoire des sensibilités, mais c'est quand même le signe que cette revue, elle s'inscrit dans un paysage qui s'étoffe. Oui, tout à fait. Alors en fait, cette incertitude, elle est liée aussi au positionnement de la revue. C'est-à-dire que les sensibilités, en gros, c'est une histoire qui s'intéresse aux manières de voir et de ressentir. C'est-à-dire que ça couvre la balance sensorielle, les histoires des émotions, des sentiments, des systèmes d'appréhension du temps et de l'espace. Mais la particularité de la revue, en ce sens-là, c'est vrai que c'est aussi un héritage d'Alain Corbin, c'est pas de faire des sensibilités un domaine en soi, c'est d'en faire un angle d'observation des sociétés. Donc on étudie aussi bien du social que du politique, que du culturel, que de l'économique. C'est ce que montrent d'ailleurs les différents numéros de la revue. Les numéros qui sont le plus sensibilité, comme les rêves ou l'intime, s'interrogent sur la société des rêves ou les paradoxes de l'intime, c'est-à-dire la relation sociale. Et à l'inverse, on s'est emparé de thèmes qui ont l'air d'être plutôt étrangers au champ, l'économie, le politique, le paroxysme, et où on montre en réalité tout l'apport qu'il y a à interroger sous cet angle-là. Donc il y a vraiment cette volonté, c'est une des différences avec le champ anglo-saxon ou allemand, c'est que autant eux ils essaient de faire de l'émotion un domaine d'étude en soi qui s'insère dans un champ académique, autant nous on reste dans l'idée d'un angle de questionnement qui améliore
sous une lecture plus sociale et anthropologique, la compréhension des sociétés passées et présentes. Ce qui fait du coup, Chloé Paté, des numéros très éclectiques, où on va trouver de l'histoire, mais pas du tout que de l'histoire. Il y a un comité de rédaction principalement historien, mais il n'y a pas que de l'histoire dans la revue. Oui. Et alors ça se voit déjà dans la composition du conseil scientifique qui comprend des anthropologues, des sociologues, des géographes, des juristes, même des géographes, oui. Et ça se vérifie aussi à chaque fois dans les sommaires et la constitution de chaque numéro. Et ça, c'est important, cette pluridisciplinarité dans l'approche et dans le positionnement de la revue. Et par ailleurs, il est aussi important de souligner, c'est comme ça qu'on l'a pensé et créé, c'est qu'il n'y a pas que des voix académiques aussi. Depuis le départ, la volonté était à la fois de créer un espace scientifique de discussion, qui est celui que Quentin a décrit, mais de l'ouvrir à des écritures qui soient autres, alors qui peuvent être d'ordre graphique, par l'illustration, la photographie, qui peuvent être de l'ordre de la fiction. Dans le numéro Insensibilité, c'est à Céline Curiol, qu'on a commandé une nouvelle, qui peuvent être aussi de l'ordre de la pratique professionnelle. Je pense à des travailleurs sociaux notamment qui avaient écrit dans les sens de la maison, à des architectes aussi qu'on avait sollicités pour ce même. Et ça, c'est très important, et ce qui fait que la revue est à cheval entre la revue scientifique et la revue dite généraliste d'ouverture, culture générale. Et ça, c'était important aussi, si je parle d'un point de vue pour le lancement de la revue et son existence même en librairie. Qui est cette ouverture-là. Du coup, est-ce qu'on peut dire un mot de sa diffusion, de son lectorat ? Vous êtes aussi sur Cairn, mais avec, je crois, un décalage. En tout cas, les numéros ne sont pas immédiatement sur Cairn. Mais c'est important aussi parce que, du coup, là, on est sur le pôle académique. Très clairement, Cairn, c'est un univers académique. Mais il y a aussi cette dimension presque artistique, à travers la maquette, la mise en page. Donc, est-ce que vous voyez qui va vers cette revue et comment ça fonctionne ? Alors, il y a toujours ce qu'on souhaite. Je pense qu'il y a... c'est peut-être intéressant de revenir au démarrage de la revue, donc à savoir 2014-2015, où Christophe Granger, Clémentine Vidal-Naquet, Hervé Mazurel et Quentin Deluy-Hermoz m'ont invité à des discussions pour ce projet de création de revue. À l'époque, pour moi, Anamosa n'existait pas. On a commencé à aller voir des éditeurs qui avaient des revues dans leur catalogue, qui étaient très intéressés par le projet, mais qui, pour beaucoup, demandaient au préalable d'avoir ou un financement important ou 300 abonnés. Or, sans avoir justement de financement important, comment faire un numéro 0 pour avoir des abonnés ? Donc c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Et un peu par un coup de folie, puisque la maison d'édition allait naître, on s'est dit autant y aller, et que les chants du sensible sont aussi des chants qui sont explorés dans le catalogue d'Anamosa, donc ça avait du sens. Donc la condition pour que Anamosa puisse faire exister la revue, et ça c'est particulier à, je pense, l'histoire de cette revue, c'est le modèle économique qui devait démarrer par la librairie. Donc, un objet soigné, graphique, comme le sont les ouvrages de la maison. Donc, avant qu'on ait le moindre abonné, il fallait que ça marche un peu en librairie. Donc, il y a eu ça. Puis, au fil du temps, maintenant, on a une centaine d'abonnés. Papier, tant institutionnel que particulier, en France et à l'étranger. On a même une abonnée au Brésil. On lui fait un coucou au passage, si elle nous écoute. Qui est anthropologue, et voilà. Oui, alors c'est l'occasion pour moi. Alors je m'exprime au nom en fait de tout le comité de rédaction qui s'est particulièrement impliqué dans ce numéro Insensibilité. Voilà, qui n'a pas pu être en entier là parce qu'on avait lancé une invitation ouverte, et donc vous n'avez pas tiré la couverture à vous. C'était un hasard un peu des calendriers des uns et des autres. Je le précise bien. Pour rappeler du coup que il s'agit de Anouche Kuhn, Thomas Dodman, Clémentine Vidal-Naquet et Hervé Mazurel. Donc on a pas mal discuté entre nous avant. Je rebondis un peu sur la question pour en profiter pour quand même
dire la chance qu'on a eue d'avoir affaire à une maison d'édition comme Anamosa, parce que Chloé Paté l'a rappelé, hein, c'est une revue qui est à la fois académique, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous des sciences sociales. Autour des sensibilités, c'est de faire discuter l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la géographie, le droit, etc. C'est aussi une revue extra-académique qui doit être agréable à lire, qui fait de la place à une pluralité de voix, hein, ça a été rappelé. Et puis c'est une revue qui se présente aussi comme un laboratoire d'invention formelle, qu'elle soit graphique ou romanesque. Donc nous, c'était notre rêve en fait de revue, mais ça a été rappelé, c'est pas évident du tout de trouver quelqu'un qui nous fasse suffisamment confiance. Et pour le dire assez franchement, si Anamosa n'était pas la maison d'édition indépendante qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est capable de prendre des risques sur des projets auxquels elle croit, même s'il n'y a pas de financement garanti, la revue n'aurait jamais existé. Donc il y a une rencontre aussi là éditoriale. Faut le souligner, c'est-à-dire que c'est une des rares fois quand même où une revue se crée sans la garantie de stabilité financière. Oui. Donc c'est vraiment un choix politique, artistique, éditorial très fort, et ce qui explique aussi le soutien des librairies, hein, c'est qu'elles sont très sensibles à ce geste courageux, il faut le dire, qui a permis à la revue d'exister depuis maintenant 7 ans quand même. 7 ans, oui. Et puis pour rebondir là-dessus et montrer l'évolution depuis 2016, parce que c'était important donc d'expliquer que ça devait d'abord partir de la librairie. Ensuite, la présence sur Cairn, on en a parlé pendant longtemps. Elle n'est effective que depuis le début 2022, voilà. Et en accord avec Cairn, en fait, nous ne mettons sur Cairn que la rubrique recherche, donc qui concerne en fait la partie la plus académique. D'une part, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les outils et la mise en forme Cairn, et c'est pas que les outils numériques, ne permettent pas de rendre une expérience de lecture semblable à celle d'expérimentation graphique qu'on peut avoir dans les autres rubriques. Alors, la présence sur Cairn, donc depuis 2022, était aussi importante pour le comité de rédaction, pour aller chercher un peu plus largement des contributrices et des contributeurs. C'est plus facile de renvoyer. Enfin, ça donne aussi une légitimité académique. Pour Cairn, c'est récent et c'est pas une présence intégrale de la revue. Oui, parce qu'il y a effectivement des expérimentations formelles, visuelles, qui se prêtent pas du tout à la mise en ligne d'un texte académique avec note de bas de page, même si ça existe aussi dans la revue. À propos de ces expérimentations, alors je sais pas si le terme est bon d'ailleurs, mais en tout cas à propos de ces jeux, de ces expériences visuelles, graphiques, c'est une revue qui traite en partie d'émotions, de sensibilité. Est-ce que vous cherchez à provoquer des émotions? Est-ce que vous cherchez à provoquer des affects chez les personnes qui vous lisent? Au fond, quand vous imaginez un numéro, est-ce que vous dites, voilà, là, celui-ci, on va le faire dans telle tonalité graphique, avec tel choix de couleur, avec tel choix de mise en page, en lien aussi avec une réflexion sur les émotions qu'on veut provoquer? Oui, ça a été très bien dit. La dimension d'inventivité formelle, elle n'est pas gratuite. L'un des enjeux des sensibilités, c'est d'arriver à exprimer de façon compréhensible pour un lecteur des émotions, des sentiments, soit qui ont disparu, soit qu'on ne connaît pas, soit qui sont éprouvés par d'autres. Donc il faut forcément avoir une part d'inventivité. Donc emprunter le langage des sciences sociales, évidemment, pourquoi pas le langage mathématique aussi, qui a toute sa place, mais aussi les autres formes d'expression graphique, on l'a dit, l'illustration, la bande dessinée, l'art contemporain, le roman, et qui sont des dimensions à part entière du projet sensibilité et pas du tout des adjonctions au sein de la revue, en fait. Alors, tout ça pour répondre à la question, est-ce qu'on cherche à provoquer des émotions ? Oui, déjà, les articles de la partie recherche, en fait, déjà, on provoque pas mal. C'est-à-dire que quand on a des articles sur des scènes de massacre paroxystique, en général, on n'en sort quand même pas non plus complètement indemne. Mais c'est vrai que la partie expérience vise davantage à travailler la sensibilité et à la rendre accessible un petit peu autrement. Donc c'est un élément important. Alors sur la dimension graphique, il y a beaucoup de discussions entre nous, avec la graphiste, parce qu'il faut qu'on trouve une tonalité qui corresponde au numéro, mais qui ne soit pas non plus trop téléphonée. Donc il y a beaucoup de discussions, de réflexions. Ce qui est absolument intéressant, c'est que ça peut prendre des formes très variées. Ça peut être un motif qu'on retrouve du début à la fin du numéro, un jeu sur la couleur, comme dans ce numéro Insensibilité. Ça peut être, au contraire, d'assumer une variation des registres chromatiques ou même plutôt graphiques au sein de la revue. Donc il y a 1000 manières de faire. À chaque fois, il ne s'agit pas seulement de
provoquer l'émotion, c'est de trouver une tonalité qui rende compte de l'esprit du numéro et qui, du coup, fatalement, on espère en tout cas que la revue déjà est agréable à lire, qu'elle est agréable à regarder et que quand on la lit, on fait effectivement une traversée sensorielle et émotionnelle assez forte. Et ce qu'il est important d'ajouter pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore la revue, quand on parle de couleurs, c'est que c'est aussi un des éléments identitaires de la revue. Elle est traitée en bichromie, donc à savoir en 2 couleurs, noire et une autre. Donc chaque numéro a sa couleur. Et alors par exemple pour Insensibilité, c'est un bleu un peu froid, un peu administratif, comme les vieilles chemises ou les vieux papiers qu'on peut trouver dans certaines administrations, parce qu'on cherchait une couleur neutre sur laquelle aussi la graphiste puisse jouer sur du gris, quelque chose qui reflète la disparition des frontières, un exemple aussi de choix de couleur qui affirme quelque chose sur un thème, c'est le orange fluo qu'on avait pris pour la chaire du politique, où là, justement, qui est paru en plus en septembre 2020, période de mobilisation, donc ce choix de la bichromie est à la fois un élément identitaire, une contrainte, mais comme toute contrainte, c'est un outil assez extraordinaire de créativité, parce que les graphistes, aussi à partir d'une couleur, créent d'autres couleurs en mettant plus ou moins de noir, de gris. Donc c'est aussi une des particularités de la revue, un des enjeux assez amusants à chaque fois, parfois difficile à imprimer. Oui, à la fois ça rapproche et ça éloigne la revue des MOOC, c'est-à-dire le MOOC, c'est la version quadrichromie luxueuse, photo couleur, etc. Et c'est un format qui a de plus en plus de succès. On pourrait dire que par certains côtés, ça s'inscrit là-dedans, mais avec une distinction, c'est que c'est aussi plus modeste. Du coup, et c'est plus modeste et ça oblige à être plus inventif puisqu'on ne peut pas avoir le même luxe iconographique qu'avec le MOOC. Alors pour donner un exemple peut-être parlant à ceux et celles qui nous écoutent, il y a un article dans le numéro Insensibilité intitulé « Magie et misère des milieux à l'ombre des lumières » de Yoann Moreau qui questionne, on va dire, la façon dont à l'époque des Lumières on a fait un peu le partage entre les humains, les non-humains et on leur attribue ou pas une insensibilité notamment aux petites bêtes, et du coup l'article lui-même, il y a une invasion de petits scarabées notamment à la fin, voilà, parce que le texte se ponctue par une réflexion là-dessus et du coup le texte est envahi par visuellement des petits insectes qui arrivent, donc ça c'est typiquement un jeu entre la forme et le fond qui est propre à la revue. Oui, ça c'est un des apports de la graphiste, c'est elle qui a eu l'idée. Alors ce que disait Chloé Paté, c'est que c'est le numéro 11, donc pour nous dans notre esprit, c'est un numéro qui ouvre un nouveau cycle. D'où cette tension entre bilan et nouvelle direction. Donc nouveau cycle, ça s'est ressenti par plusieurs aspects. Donc tout d'abord, il y a eu un changement de graphiste. Mélie Giussano avait accompagné la revue pendant 5 ans, à qui elle avait donné son identité graphique absolument splendide. Et là, c'est Julienne Richard qui s'occupe de cette graphie-là. Donc, elle reste un peu dans l'esprit antérieur, mais il y a une autre patte, une autre inventivité, et notamment cette petite puce qui circule sur les pages du numéro. Parmi les autres nouveautés, une nouvelle rubrique qui est hors champ. Ou un tic, je sais pas. Oui, ou un tic. Et puis, il y avait évidemment le jeu sur le sujet, mais ça, je pense qu'on y reviendra dans un instant. Comment se fabrique un numéro? Alors, format semestriel, c'est plus intense. Annuel, vous avez peut-être un petit peu plus de temps pour y réfléchir, mais comment se fabrique un numéro entre envie du comité, commande à des auteurs, thèmes discutés collectivement? Quel est le mode d'emploi? Alors, sur les thèmes, ça... Quand je dis on, c'est moi et Marie-Pierre Lageau qui s'occupe désormais vraiment du suivi éditorial des numéros pour Anamosa. On en discute avec vous. Il y a pu y avoir des thèmes au fil de l'histoire de la revue. Par exemple, le choix du tout premier thème, Anatomie du charisme, paru à l'automne 2016, période de campagne pré-campagne présidentielle. Voilà, ça, je crois que c'était... Enfin, on en avait discuté, je disais que c'était bien de commencer par ça, parce que ça n'a pas porté chance à certains hommes politiques candidats à l'époque qui l'avaient acheté, malheureusement.
Mais oui, il y a des choix dont on discute ensemble. Après, sur la commande des articles, c'est beaucoup le comité de rédaction. Nous, on peut venir en complément sur des pistes, des idées plutôt hors académique en général. Et après, le lien revient justement pour concevoir le numéro graphiquement, le travail éditorial à proprement parler et le travail aussi d'accompagnement une fois que le numéro est là aussi, essayer de organiser des présentations en librairie, les salons, etc. Les podcasts. Oui, Chloé a bien expliqué un peu le processus. Alors, pour être tout à fait honnête, des envies, on n'en manque pas. On a au moins 10 numéros en tête. Donc, notre souci, c'est plutôt d'arriver à espérer arriver à tous les faire. Donc, on a toujours beaucoup d'envie. On en parle beaucoup au sein du comité de rédaction, puis ensuite avec le comité scientifique. Là, on raffine, on décide, on discute. Peut-être qu'il faut expliquer la distinction, parce que tout le monde n'est pas familier du fonctionnement des revues en général. C'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de revues, une sorte de noyau dur de personnes qui sont engagées dans la fabrication concrète des numéros, et puis une sorte de deuxième cercle de gens qui sont des garants intellectuels et des recours. Là, c'est un peu différent, mais en fait, dans une revue académique classique, c'est exactement ce que vous dites. C'est qu'on a d'abord un secrétaire de rédaction, les personnes qui s'occupent de la revue, puis il y a le comité de rédaction, ceux qui font les lectures, les relectures, la correction des textes, etc. Et puis après, on a le comité scientifique qui, lui, la garantie scientifique de l'ensemble. Dans le cas de sensibilité, c'est un peu différent. Le comité de rédaction, donc encore une fois, c'est nous 5, Thomas Dodman, Anouche Kuhn, Clémentine Viviane-Laquet, Hervé Mazurel et moi-même. Et on joue un peu le rôle des deux, c'est-à-dire du secrétaire de rédaction et du comité de rédaction. La particularité, c'est que le comité scientifique est un peu plus qu'un comité scientifique. C'est-à-dire qu'on se réunit régulièrement et il participe concrètement à la décision sur le choix des numéros, surtout au périmètre qu'on va leur donner, aux angles. Parfois, ils interviennent directement dans la revue elle-même. Donc, l'échange est un peu plus nourri que dans un comité scientifique classique, même si, pour être tout à fait honnête, au sein des revues, tout est assez variable. Mais donc, du coup, la discussion sur les sujets se fait entre nous, avec le comité scientifique, avec Anna Mosa. Donc, ça prend pas mal de temps. Et après, les commandes, on les passe nous-mêmes. Alors, l'intérêt et l'inconvénient, c'est que comme on essaye à chaque fois de trouver des gens, c'est-à-dire des autrices et des auteurs qui sont un peu extérieurs à nos domaines immédiats, ça nous force à lire beaucoup, à découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas. Évidemment, c'est très chronophage, ce qui explique notre choix de passer à un numéro par an, parce qu'on voulait absolument plutôt faire la revue le mieux possible que de s'imposer une routine académique à laquelle on voulait précisément échapper. Donc après, on écrit, on envoie aux auteurs. En général, on a assez peu de refus. Et puis, il y a tout un travail éditorial ensuite assez classique. Juste préciser que pour les commandes des expériences, c'est un peu différent, puisqu'on va demander aux personnes qui vont participer, qui ne sont pas forcément des chercheurs d'ailleurs, de participer au processus créatif. C'est-à-dire, c'est eux qui vont nous proposer des pistes, des idées. Là, dans le numéro 1 sensibilité, c'est Guillaume Reynard qui illustre le bel article de Jérémy Foa. L'illustration apporte une ambiance au texte, qui est un texte qui est d'histoire compréhensive, c'est-à-dire vraiment qui vise à nous faire rentrer à la hauteur du massacre de la Saint-Barthélemy. Et le graphisme vient ouvrir un petit peu cet effort-là. Donc tout ça, c'est à la fois passionnant, ça prend du temps, beaucoup d'allers-retours, quelques discussions évidemment de fond, et puis au final, en général, on arrive à ces numéros dont on est extrêmement fiers. Alors on va venir à ce thème insensibilité pour ce numéro 11 que vous expliquez dans un éditorial, à la fois pour dire que effectivement ça pourrait être vu comme étant l'inverse, le creux, le symétrique de la sensibilité. En fait c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a un régime spécifique de l'insensibilité, parce que ça recouvre évidemment plusieurs choses. Ça recouvre la faculté individuelle à être sensible ou pas au monde, mais c'est aussi des codes, des règles qui gouvernent l'insensibilité, qui parfois prescrivent l'insensibilité ou qui l'organisent même d'un point de vue physiologique, avec l'anesthésie, qui est une invention toute récente, et un des articles revient sur la genèse intellectuelle de l'idée même d'anesthésie et de la façon dont ça se passe. Donc ça veut dire que c'est un thème qui permet d'ouvrir quand même un grand champ de questionnement, avec des articles très variés, aussi bien sur la sociologie contemporaine du métier de pompier que sur l'expérience du massacre de la Saint-Barthélemy, ou encore l'expérience des non-voyants confrontés au fait de recouvrer la vue. Donc là, on a un champ extraordinairement ouvert également. Oui, effectivement. Moi, j'ai été
extrêmement marquée par l'article de Romain Pudal, qui je trouve est un parfait exemple de ce que vous venez de dire. Donc Romain Pudal, qui est sociologue et qui justement à la fois a été pompier volontaire, si je me souviens bien, et sociologue. Et donc, oui, c'est une ethnographie d'immersion dans longue durée dans le monde des pompiers. Dans le monde des pompiers, en explorant comment, au retour d'opérations, comment appeler ça, d'opérations difficiles, comment les pompiers expriment ou apprennent à ne pas exprimer ou à extérioriser des émotions. Et je trouve que cet article est vraiment remarquable. Il y a aussi tout ce qui développe à la fin d'interroger les rites qui paraissent les rites qui sont très virilistes des pompiers, comme une manière, là aussi sans doute, de créer une protection face à aux expériences extrêmes auxquels ils sont confrontés. C'est vrai que cet article, moi, m'a beaucoup marqué. La petite nouvelle de Céline Curiol est intéressante parce qu'elle peut paraître de science-fiction, mais en fait, on y est. Il y a déjà aux États-Unis... Alors oui, il faut peut-être... sans tout dévoiler, dire un petit peu du sujet de la nouvelle. Elle imagine un personnage, une jeune femme en l'occurrence, qui est payée pour relire des textes et déterminer s'ils peuvent heurter la sensibilité de certaines catégories de la population. J'ai oublié le nom, mais ça existe, ces sortes de lecteurs, je crois d'ailleurs sensitive readers, ça existe déjà aux États-Unis, donc en particulier sur la littérature de jeunesse, il commence à y avoir des pratiques de ce type en France, donc on est dans une forme de politique fiction vraiment pas très loin de la réalité. Si je regarde la table des matières, moi j'ai été aussi, pour donner aussi l'ampleur de ce numéro, il y a le texte posthume de Sandrine Musso, anthropologue décédée en 2021 des suites d'un cancer du pancréas, qui est présenté par l'anthropologue et qui était une de ses plus proches amies, Chora Makaremi. Et Sandrine Musso avait choisi, c'est une maladie malheureusement dont quand on l'apprend, a priori on sait qu'on est condamné, d'essayer de relater son expérience. Donc, en plus, en période de Covid, et là, on est vraiment aux frontières des émotions, du corps, de ce que le corps permet. Alors, c'est vrai que ces deux articles, celui de Sandrine Musso, celui de Romain Pudal, moi, qui m'ont beaucoup frappé, je pense que c'est peut-être les deux que j'ai préférés dans le numéro, ou parmi les deux que j'ai préférés. Et je trouve qu'Antoine Miamos, qui sont intéressants aussi, parce qu'ils disent quelque chose d'un positionnement d'écriture un peu atypique, oui. Parce que c'est vrai que le monde académique, globalement, c'est un peu en train de changer, mais globalement valorise l'impersonnel, le nous, le on et la mise à distance objectiviste du savoir. Et là, on a deux textes qui, chacun à leur manière, évidemment, un dans des circonstances dramatiques que vous avez dites, qui est une forme de témoignage, mais en même temps un témoignage nourri des sciences sociales, un témoignage réflexif, parce que c'était une anthropologue qui enseignait l'anthropologie de la santé, qui a été rattrapée par quelque chose qu'elle enseignait. Elle avait tous les concepts à sa disposition, ce qui ne l'a pas sauvée, mais ce qui lui a permis de mettre des mots très spécifiques sur ce qu'elle vivait à travers cette maladie. Et puis, Romain Pudal, c'est quelqu'un qui est donc un sociologue, mais qui, en même temps qu'être sociologue, il est pompier. Et du coup, il fait un texte qui est à mi-chemin entre le récit d'expérience, le récit autobiographique, et puis la description ethnographique. Et donc, à chaque fois, il y a du jeu, il y a du moi qui joue dans ces textes et qui leur donne une tonalité à la fois académique et pas complètement académique. Oui, tout à fait. En même temps, c'est un des enjeux de la revue de l'écriture en sciences sociales en général. C'est à partir de quoi, de quels matériaux on va mobiliser notre réflexion. Alors, le texte de Sandrine Musso, c'est un cas limite qui est d'une hauteur de vue assez saisissante. D'ailleurs, on le voit bien quand on en parle, on est tous un peu émus. Mais c'est aussi, nous, ce qu'on avait espéré aussi un moment dans ce numéro, c'est d'avoir
un article qui défend l'insensibilité en écriture, parce que c'est aussi un enjeu de sciences sociales, c'est-à-dire que certains écrivent avec le jeu leur émotion, ça peut être fait bien ou pas bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire. D'autres estiment au contraire que l'émotion du chercheur doit rester à distance au profit d'un effort de distanciation et non pas de neutralité au sens fort, ce qui est aussi légitime dans le domaine des sciences sociales et qui aurait trouvé sa place dans ce champ des insensibilités, justement. Donc on aurait bien aimé aussi avoir ça, mais il se trouve que c'est l'effet de la revue, hein, c'est-à-dire qu'en fait ce sujet sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure pour présenter les grands axes, a suscité plutôt ce type d'écriture de personnes qui, confrontées à l'insensibilité, ont essayé de croiser leurs outils, leurs enquêtes empiriques, leur personnalité et de mettre à la fois à distance et en même temps de se mettre dans le bain pour produire des effets d'intellection un peu neufs. Faut le dire, c'est un peu le type d'écriture que prône et défend la revue. C'est-à-dire que le sensible n'est pas un obstacle à la compréhension au sens humain et social. Là, ces deux articles, de ce point de vue-là, sont tout à fait caractéristiques. Est-ce que vous n'avez pas la crainte parfois qu'en allant sur ce versant, on perde l'ancrage justement de la rationalité, de la preuve, de l'empirie? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi dans ce type d'écriture? Non, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette distinction entre la partie recherche et la partie expérience. C'est-à-dire que la partie recherche reste dans le cadre de la production d'un savoir, c'est-à-dire que on peut très bien, c'est un débat qui est jugé comme le monde, hein, entre Michelet et Gabriel Monod, Lucien Febvre et Braudel et Labrousse, enfin cette espèce de tension entre modèle et récit, les constitutifs des sciences sociales, nous on s'en empare avec un grand plaisir. Donc les articles de la partie recherche s'appuient sur des enquêtes, mobilisent des outils de sciences sociales, au sein desquels certains vont soit mettre le jeu plus en avant que d'autres, soit mobiliser la question du sensible, ce qui n'est pas exactement la même chose, pour mieux comprendre son objet. La partie expérience, au contraire, elle autorise précisément des pas de côté un peu plus assumés de ce côté que vous décrivez comme peut-être plus risqué, et qui au fond parfois ramènent des choses extrêmement intéressantes, enthousiasmantes, intrigantes pour le chercheur, mais aussi qui est peut-être plus facile d'accès pour un certain type de public. Donc ça, et tout l'enjeu de la dernière rubrique qui s'appelle « Comment ça s'écrit ?» vise en fait à faire parler des chercheurs reconnus ou non d'ailleurs sur leur pratique de l'écriture. Et ce que montre vraiment cette rubrique, qui est vraiment une des rubriques les plus intéressantes de la revue, c'est la diversité des manières d'écrire. Et tout se rappelle au fond qu'est-ce qui se passe quand on a fait son enquête. Quand on s'est investi dedans, parce qu'on y passe beaucoup de temps de toute façon, et qu'on commence à écrire, le geste d'écriture, sa dimension performative, engage énormément et n'empêche pas, en étant engagé, de produire des effets d'intellection. Le plus beau texte, c'est probablement celui d'Alban Bensa, malheureusement disparu de ce point de vue-là, qui est un modèle du genre de réflexion d'écriture en sciences sociales. Pour continuer à explorer un peu le sommaire du numéro, en adoptant aussi un regard historien qui est celui de ce podcast, il y a une traversée historique qui n'est pas forcément lisible comme telle, pas forcément conçue comme telle, mais qu'on pourrait retracer, puisqu'on est au XVIe siècle avec Jérémie Foix, le massacre de la Saint-Barthélemy, dans un texte en fait qui a énormément de résonance avec le XXe siècle, on pourra peut-être en reparler. Il y a un gros ancrage sur le XVIIIe et la fin du XVIIIe, avec 4 articles en tout qui questionnent d'une manière ou d'une autre le fait que le XVIIIe, la période des Lumières, est un moment de grand questionnement, de grand partage sur la question du sensible, de l'insensible, de qui éprouve des sentiments comment entre les hommes, la nature. Enfin, vraiment, il y a un pôle très fort avec l'article de Yann Sinowiecki, Johan Moreau, Kerstin Maria Pal, et également Olivier Christin et François-René Martin. Et puis, il y a des textes, notamment un texte très intéressant d'Anne Carroll sur le 19e. Alors peut-être que je vais vous poser un peu la question dessus, parce que là, elle est en plein sur vos terrains, hein, deuxième moitié 19e, début 20e, ordre public, rapport à la violence. Là, c'est un texte, bon, je pense, qui vous a intéressé. Est-ce qu'on peut le restituer et dire en quoi c'est une bonne porte d'entrée, finalement, dans ce numéro? Oui, la meilleure manière d'y répondre, au fond, c'est de revenir à une de vos précédentes questions sur qu'est-ce que ce sujet de l'insensibilité a fait au comité de rédaction. Parce qu'au début, c'était un peu un clin d'œil, en fait. Il y a une revue qui s'appelle Sensibilité. On s'est dit, tiens, on va aller du côté des insensibilités. Et puis, on n'était pas tous d'accord. On a eu beaucoup d'hésitations, etc. Et puis, plus on a travaillé, on est vraiment parti au début de façon exploratoire, un peu angoissé, il faut dire ce qui est. Et finalement, on a fini par dégager un vrai objet de l'insensibilité, et dans lequel s'insère l'article d'Anne Carroll. De quoi s'agit-il? En fait, vous l'avez dit, la première définition de l'insensibilité, c'est en creux, c'est-à-dire l'indifférence, l'apathie, l'atonie. Et là, il y a le très bel article de Kerstin Pal qui rencontre précisément au XVIIIe siècle de la manière dont, avec l'âme sensible, se déploie tout un discours sur l'insensibilité supposée des autres, donc les peuples non occidentaux, les pauvres, les ouvriers, etc.
etc. Et puis, en fait, les deux points les plus neufs, en tout cas qui nous ont un peu surpris, c'est qu'en fait, l'insensibilité relève d'un travail. C'est-à-dire qu'il y a un façonnement des insensibilités. On a déjà parlé de l'article de Romain Pudel qui le montre très bien et qui montre en plus qu'il n'est jamais absolu. C'est-à-dire même quand on est blindé contre la violence à laquelle on assiste, au fond, il y a toujours des hésitations internes dont il rend parfaitement compte. Oui, les pompiers peuvent multiplier les tours de piste, de footing, de sport, etc. et essayer d'évacuer, extérioriser par le corps la sensibilité ressentie devant la détresse d'un SDF, d'une personne âgée, d'un enfant malade, etc. Les plus insensibles n'arrivent pas à refouler complètement, n'arrivent pas à mettre à distance complètement. Oui, et puis un travail du groupe qui, d'une certaine manière, vient codifier le bon degré d'insensibilité. C'est-à-dire quand c'est poussé trop loin, on se fait aussi ramener à l'ordre, ce qui montre très bien dans le papier. On ne peut pas faire des blagues déplacées, par exemple. Tout à fait. Et alors c'est là que prend place le texte d'Anne Carroll, parce qu'elle est tombée sur les carnets d'Anatole Debler, donc le bourreau qui a assuré les exécutions publiques d'une bonne partie sous la Troisième République. Ouais, en fait, 395 têtes coupées. Oui, il faut quand même le mesurer. Oui, alors elle explique très bien aussi pourquoi. C'est que c'est aussi lié au fait qu'on a réduit le nombre de bourreaux au cours du temps. Et au début, elle est un peu surprise parce que dans ses carnets, elle pensait trouver beaucoup de choses. Au fond, elle trouve des choses qui sont très distanciées. Il raconte surtout des éléments techniques. Quand l'émotion est exprimée, c'est plutôt son travail qui est pas bien fait ou pas suffisamment. Il n'y a pas d'émotion pour les victimes. Et son analyse que je trouve très juste, c'est de dire, au fond, ce carnet ne reflète pas l'insensibilité du bourreau. C'est la mise en écriture est un des éléments du façonnement de l'insensibilité dont il a besoin après coup pour se remettre des exécutions auxquelles il vient de procéder. Donc en fait, il y a un travail de l'insensibilité qui passe aussi par l'écriture. Alors les deux autres niveaux d'insensibilité, c'est l'insensibilité qui est travaillée pour atteindre un plus haut degré de sensibilité. Ça, c'est ce que montre très bien l'article de Alix Philippon sur la mystique soufie. C'est-à-dire qu'on essaye de se retirer du monde pour avoir un plus grand accès au monde. Elle fait de très bonnes comparaisons d'ailleurs avec l'ascèse monastique, en expliquant que les moines, eux, de catholiques, c'est plutôt de se retirer du monde. Là, c'est à l'intérieur même du monde, vider son cœur pour avoir un accès plus subtil à Dieu. Et puis le dernier, c'est les insensibilités auxquelles on fait même pas attention. Donc vous avez évoqué celui très justement du rapport nature-culture. C'est-à-dire que malgré tout, même si c'est en train de changer, il y a un peu cette idée que le monde naturel n'a pas de sensibilité, que seul l'être humain l'a. Ça, c'est caractéristique de l'ontologie naturaliste, pour parler comme Philippe Descola. En fait, ce que montrent les articles, c'est que ça va pas du tout de soi. Il y a un façonnement de longue durée. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le travail est fait quasiment dès votre naissance. Et la deuxième forme d'insensibilité comme ça un peu structurelle, c'est celle qui est présentée par Yassine Al-Haj-Saleh, qui est une des grandes figures de l'opposition syrienne, et qui lui montre au fond que du point de vue du Moyen-Orient, l'Occident qui vante tant au fond son âme sensible paraît singulièrement insensible. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a aussi des insensibilités qui sont le fruit de rapports de force géopolitiques. Donc là, au fond, l'insensibilité devenait une clé d'entrée assez fascinante dans la façon dont une société organise son espace du sensible, pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas tout ressentir. On est obligé de mettre des barrières entre ce qui peut être senti et non ressenti. Et donc le travail de l'insensibilité fait partie du travail des sociétés. Cette clé, est-ce qu'on a une clé de lecture du point de vue des évolutions de l'histoire des sensibilités? C'est aussi une histoire qui parfois avance par touche impressionniste, qui parfois avance par traces, par fragments. Est-ce qu'on arrive à partir de ça à essayer de retrouver ou de questionner une cohérence? C'est-à-dire, est-ce que les régimes de sensibilité peuvent changer? Est-ce qu'on est plus insensible qu'avant? Est-ce qu'il y a des groupes sociaux plus insensibles que d'autres? Évidemment, il faut se méfier des discours qui disent que l'autre est insensible, mais la question peut se poser malgré tout. Donc, est-ce qu'on peut objectiver finalement cette question? Oui, alors la réponse est simple, oui. C'est ce que montre un peu l'aventure de la revue. C'est-à-dire que quand on fait l'histoire des sensibilités, effectivement, il y a des émotions qui naissent et d'autres qui disparaissent. J'en profite pour signaler l'excellente traduction de l'ouvrage de Thomas Dodman sur la nostalgie, histoire d'une émotion mortelle. Il y a des variations sociales et culturelles dans l'expression des sentiments. Et un des grands enjeux de la revue, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'incorporation du social. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire de la bonne histoire sociale, c'est un peu difficile de se passer du sensible pour voir jusqu'où les différences sociales sont réellement incorporées, vécues au point qu'elles apparaissent presque invisibles. Et le rôle du sociologue ou de l'historien, c'est de les rendre à nouveau visibles. Et puis, sur les modes d'administration de la preuve, on a pas mal tous avancé ensemble. C'est-à-dire qu'on procède d'une démarche plutôt indiciaire, par trace, qui est propre à l'histoire.
En réalité aussi, à force de travailler avec des anthropologues, des sociologues, on voit que les modes d'accès aux sensibles sont beaucoup plus variés. C'est-à-dire que l'immersion sur le terrain de l'anthropologue ou de l'ethnologue le met naturellement au contact des sensibilités d'autrui et de la sienne qu'il est obligé de questionner. Et puis, encore une fois, on peut aussi faire de l'histoire des sensibilités de façon plus quantitative, avec les nouvelles manières de faire en histoire quantitative que mobilise toute une nouvelle génération, notamment autour de Claire Zal, que je pense à Elsa Génard, qui a fait un superbe travail sur les relations carcérales et qui arrive à trouver des éléments de l'intimité des prisonniers à travers une enquête quantitative, c'est-à-dire qu'elle fait voir des choses qu'une enquête qualitative ne verrait pas. Donc le champ des sensibilités ne se réduit pas simplement à une approche indiciaire plus littéraire, elle mobilise ça et l'assume, mais en réalité l'essentiel c'est qu'on mobilise tout ce qui est à notre disposition pour mieux comprendre les manières de vivre et de ressentir d'autrefois dans toute leur complexité et leur richesse. Dans ce numéro, il y a un article qui est très intéressant. Bon, on travaillé sur les violences, moi ça m'a particulièrement intéressé, celui de Jérémy Foa. On l'a reçu à ce micro déjà pour évoquer la Saint-Barthélemy notamment, mais là il repose une question qui est une question assez centrale dans le questionnement sur les violences de masse, c'est dans quelle mesure, pour tuer l'autre, il faut se rendre insensible, dans quelle mesure l'insensibilité du tueur est une condition nécessaire ou pas à l'acte de violence. Et là, l'évocation de la Saint-Barthélemy, c'est aussi une évocation en filigrane de violence contemporaine. Oui, tout à fait. Le travail de Jérémy Foa, depuis le début, à partir du terrain de la Saint-Barthélemy, dans lequel il rentre avec une connaissance très intime des archives, déploie toute une réflexion sur les modes de tuer qui, d'une part, se nourrit des travaux sur les expériences du XXe siècle et vise aussi à les comprendre un peu mieux. Quelle est la question, au fond, qu'il pose? C'est le problème, c'est que c'est un massacre de voisins, de gens qui se connaissaient très bien. Donc, comment fait-on pour devenir insensible à des gens qu'on connaît très bien? Et il montre alors c'est à la fois du registre de la stratégie, mais aussi des conditions de possibilité. C'est-à-dire que d'une part, il y a des choses qu'on connaît bien, il y a l'animalisation, il y a le mépris, mais il montre aussi, il y a d'excellentes pages sur les lieux du massacre. C'est-à-dire qu'on, malgré tout, on va dans des endroits plutôt cachés, derrière les murs, quand c'est sombre. Donc c'est pas non plus des massacres qui sont forcément au grand jour. Et tous ces éléments-là rendent en réalité possible le massacre de la Saint-Barthélemy. Et ça répond un peu à la question que vous posiez tout à l'heure, parce que l'écriture est merveilleusement maîtrisée. Donc là, on a à la fois un travail sur enquête archivistique très solide, très nourri de sciences sociales, qui mobilise donc un des éléments clés de l'approche en histoire des sensibilités, qui est celle de l'optique compréhensive et de la lente imprégnation dans les archives, et qui, à partir de là, d'une part, parvient à faire ressentir cette émotion, c'est ce que rappelait Chloé Paté tout à l'heure, l'entrée en scène est extrêmement prenante et tisse des réflexions beaucoup plus générales pour la compréhension des sociétés contemporaines. C'est vrai que dans son livre sur Tout ce qui tombe, il avait beaucoup discuté avec Hélène Dumas. Il y a des échanges autour de ces massacres des voisins, donc avait été aussi celui des génocides des Tutsis au Rwanda. Donc le texte, de ce point de vue-là, c'est vrai, synthétise assez bien un certain nombre d'éléments dont on vient de parler. Oui. Est-ce que pour finir, on pourrait dire que ce numéro, c'est aussi peut-être une alerte ou une angoisse personnelle au fait de ne pas être soi-même insensible? Vous le dites à un moment dans l'éditorial en disant on est bombardé de souffrances, de ce que Susan Sontag appelait devant la souffrance des autres. Et ces souffrances, on ne peut pas y être entièrement sensible, que ce soit dans notre quotidien, en marchant dans la rue ou évidemment en allumant n'importe quel écran et en regardant les drames du monde. Et du coup, le risque aussi est de devenir insensible et que les écrans insensibilisent. Est-ce que c'est une manière de rappeler que il y a toujours ce risque de basculer dans une insensibilité non voulue, non travaillée, subie? Oui, je pense que ça fonctionne aussi en termes d'alerte et qu'on connaît tous et toutes à titre personnel. Qui d'entre nous ne s'est pas dit depuis des mois, pendant une semaine, je coupe un peu les informations parce que c'est vrai qu'on est dans des périodes où le bruit autour, mais le bruit dans la rue, les gens qu'on croise, ça suscite des émotions, alors des envies d'agir, des envies d'aider, mais parfois c'est effectivement trop. Oui, en fait, ce que montre le numéro aussi, c'est que l'insensibilité, elle est déjà là. On est déjà sensible à plein de choses. Justement, on parlait du rapport nature-culture, de la géopolitique, des émotions. Donc, elle est déjà là. Ce qui montre, c'est que cette frontière de l'insensibilité, d'une part, elle est probablement constitutive des sociétés. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas être sensible à tout, mais des choses positives comme des choses négatives. Deuxièmement, que cette frontière, elle est construite socialement, politiquement, culturellement, historiquement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'a priori, on doit pouvoir travailler avec cette frontière de l'insensibilité.
Et puis, deux dernières choses pour terminer un peu là-dessus. D'une part, ce que rappelle l'introduction, mais ça c'est une remarque qu'avait fait Thomas Dodman, il y a des revendications d'insensibilité. À un moment, on voulait interroger une artiste américaine qui s'appelle Lauren Berland, je ne me rappelle plus, il faudrait qu'on vérifie le nom, que je ne dise pas de bêtises, qui défend la question des flat affects, c'est-à-dire au fond un art qui ne crée pas du sensible, justement pour résister un peu à cette sursollicitation des sensibilités. En tout cas, le deuxième élément qui est intéressant, c'est ce que dit Johan Moreau à la fin de son article, c'est que ces insensibilités auxquelles on ne fait pas attention, peut-être qu'il faut aller vers elles, plutôt que de continuer à passer à côté. Donc lui, il dit au fond, l'idée que le milieu n'ait pas de sensibilité, l'idée que la tique, justement, on présuppose qu'elle ne fait que répondre à des stimuli chimiques, en fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle vit dans un monde de sensibilité qui nous est à jamais étranger, ce qui est une idée qui était déjà présente dans la pensée des Lumières. Se rendre sensible à ça, au fond, c'est lutter contre les choses qu'on tient pour acquis et donc qui rend possible de les changer. Donc c'est en ce sens-là que le numéro, non seulement vise à être alerté par nos insensibilités, mais vise aussi à dire que ces lignes d'insensibilité, d'une part, sont le fruit d'un travail historique et d'autre part, peuvent continuer à être travaillées. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.